Mon mari a oublié de raccrocher, et je l'ai entendu dire à ma meilleure amie enceinte, « Attends juste que le chèque de son père soit encaissé, ensuite, nous prendrons le bébé et la laisserons sans rien. » Bonjour à tous. Merci d'être ici avec moi aujourd'hui. Avant de commencer mon histoire, prenez une bonne tasse de thé chaud et installez-vous confortablement. J'aimerais savoir à quelle heure de la journée vous regardez cette vidéo. Veuillez commenter M4 pour le matin, A4 pour l'après-midi ou E4 pour le soir. Maintenant, laissez-moi vous emmener dans cette histoire. Le Bluetooth de ma voiture est généralement une commodité, un moyen de gérer les affaires tout en naviguant dans le trafic du soir à Seattle. Mais ce mardi pluvieux, il est devenu l'instrument de ma destruction. J'avais appelé Richard, mon mari depuis 15 ans, juste pour lui dire que je rentrais plus tôt de chez ma mère. Il a répondu avec ce ton haletant et pressé qu'il utilisait toujours lorsqu'il prétendait être au milieu d'une négociation cruciale. Il a dit qu'il m'aimait. Il a dit qu'il terminait. Et puis il a cru qu'il avait raccroché, mais ce n'était pas le cas. La connexion est restée ouverte. Le silence sur la ligne n'a duré qu'une seconde avant que la statique ne se dissipe, et sa voix a traversé les haut-parleurs. Pas la voix douce et aimante qu'il utilisait avec moi, mais un ton plus grave et plus arrogant. « Dieu, elle est tellement étouffante » a dit Richard. La clarté était terrifiante. On aurait dit qu'il était assis sur le siège passager à côté de moi. J'ai failli me tromper et l'appeler par ton nom. Mes mains se sont crispées sur le volant en cuir. J'ai vérifié l'écran. Le minuteur d'appel continuait de tourner. J'ai ouvert la bouche pour crier, pour dire « Richard, je suis toujours là ». Mais ensuite, une voix de femme lui a répondu, une voix que je connaissais mieux que mes propres sœurs. « Tu as intérêt à ne pas le faire. » La femme a ri, un son rauque et familier. Je ne veux pas que mon fils soit confus quant à qui est sa vraie famille. C'était Monica, ma meilleure amie, la femme que je connaissais depuis l'université, la femme qui s'asseyait à l'îlot de ma cuisine tous les dimanches pour boire du thé aux herbes. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas respiré. Je me suis juste inséré dans la voie lente, mon cœur martelant un rythme effréné contre mes côtes. « Ne t'inquiète pas, chérie, dit Richard. Laura n'y comprend rien. Elle vit dans ce monde de contes de fées que son père lui a construit. Elle pense que je me tue au travail pour construire notre avenir. J'en ai marre d'attendre. » La voix de Richard est devenue froide, calculatrice. « Attends juste que le chèque de son père soit encaissé. Tu sais que la distribution du fonds fiduciaire est le mois prochain, 5 millions. Monica, c'est notre ticket. Une fois que cet argent arrive sur notre compte joint, je le transfère vers la société Écran Offshore, je lui sers les papiers du divorce, et nous sommes partis. Nous prendrons le bébé et la laisserons avec rien d'autre que sa maison vide et son ventre stérile. » J'ai senti le sang se retirer de mon visage. Le monde à l'extérieur de mon pare-brise est devenu flou. Ventre stérile. L'insulte la plus cruelle qu'il pouvait me lancer. Il savait combien de cycles de FIV nous avions essayé. Il savait combien de nuits j'avais pleuré dans ses bras après une autre fausse couche. Il savait que je me blâmais. Elle est trop vieille pour me donner un fils de toute façon, continua Richard, enfonçant le couteau. Elle est stérile, Monica. Tu me donnes l'héritage qu'elle n'a jamais pu. Puis vint un son qui faillit me faire quitter le pont, un son rythmique de bruissement. Ouch. 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 Écoute ça, roucoula Monica. C'est le rythme cardiaque de ton fils. Fort, contrairement au sien. Ils étaient au rendez-vous chez l'obstétricien, le rendez-vous où Monica m'avait dit qu'elle allait seule parce qu'elle avait si peur et se sentait si seule. Elle m'avait même demandé de l'argent pour le ticket modérateur hier. Je tremblais si violemment que la voiture a légèrement dévié, ce qui a valu un coup de klaxon d'un camion qui passait. Je me suis garé sur l'accotement mouillé de l'autoroute, mes feux de détresse clignotant dans la pénombre. Je suis resté assise là, paralysée, à écouter mon mari et ma meilleure amie s'embrasser. J'ai entendu le bruit humide et claquant de leurs lèvres, le murmure d'affection que je n'avais pas reçu depuis des années. « Je t'aime » lui murmura Richard. « Nous devons juste jouer le jeu encore un peu. Utiliser son argent pour payer la naissance. Laissez-la acheter le berceau. Laissez-la installer la chambre d'enfant. Et puis nous disparaissons. » J'ai regardé le tableau de bord. Le minuteur d'appel a atteint 4 minutes et 12 secondes. Puis, finalement, la ligne s'est coupée. Je suis resté assise dans le silence de ma voiture, la pluie tambourinant sur le toit comme une marche funèbre.
Toute ma vie, mon mariage, mon amitié, mon avenir, venaient d'être démantelés en 4 minutes. Il ne faisait pas que tromper. Il prévoyait de voler l'héritage de ma famille. Il se moquait de mon infertilité. Ils allaient me laisser installer une chambre d'enfant pour un bébé qu'ils prévoyaient de voler. J'ai regardé mon téléphone. Un SMS est apparu de Richard, désolé, chérie. La réunion a pris du retard. Je prends le dîner. Je t'aime. Et juste en dessous, un SMS de Monica, salut, tante Laura. Bébé donne tellement de coups de pied aujourd'hui. J'ai hâte de te voir demain. J'ai poussé un cri qui m'a déchiré la gorge, un son primal de pure agonie. Mais alors que le cri s'estompait, quelque chose d'autre s'est installé dans ma poitrine. Ce n'était pas seulement de la tristesse. C'était un bloc de glace froid et dur. Il pensait que j'étais la femme au foyer stupide et stérile. Il pensait que j'étais juste un chéquier ambulant. J'ai essuyé mon visage. J'ai vérifié mon reflet dans le rétroviseur. Mes yeux étaient rouges, mais ils étaient perçants. D'accord, ai-je murmuré à la voiture vide. Vous voulez jouer à un jeu? Jouons. Avant de continuer sur la façon dont j'ai bouleversé leur monde, je veux vous remercier de votre écoute. Si vous regardez de New York ou du Texas ou de n'importe où entre les deux, faites-le moi savoir dans les commentaires. Je lis chacun d'entre eux. Maintenant, laissez-moi vous parler des fantômes qui m'ont hanté lors de ce trajet de retour. Je n'ai pas démarré le moteur immédiatement. Je ne pouvais pas. Mon corps tremblait encore, un rejet physique du traumatisme que je venais d'absorber. J'ai appuyé ma tête contre l'appui-tête et j'ai fermé les yeux. Et instantanément, les souvenirs sont revenus en force, non pas comme une nostalgie chaleureuse, mais comme des éclats de verre acérés et irréguliers. J'ai pensé au jour où j'ai rencontré Richard. C'était il y a 7 ans. Il était charmant, beau d'une manière rude, mais il était brisé, littéralement et financièrement. Il venait de déclarer faillite après une start-up technologique ratée. C'est moi qui ai remboursé ses dettes de carte de crédit pour qu'il puisse prétendre à un prêt automobile. C'est moi qui l'ai présenté à mon père, Arthur, un homme qui a construit son empire sur l'acier et la logistique. Mon père avait été sceptique. Il a des yeux fuyants, Laura avait averti papa. Il regarde ton sac à main, pas ton visage. Mais j'avais 35 ans alors, j'entendais le tic-tac de mon horloge biologique comme une bombe à retardement. Je voulais de l'amour. Je voulais une famille. Alors j'ai défendu Richard. J'ai dit à mes parents qu'il avait de la vision. J'ai payé notre mariage. J'ai acheté la maison où nous vivions. Je l'ai mis sur le titre de propriété parce que je voulais que nous soyons égaux. Égaux. J'ai ri amèrement dans la voiture sombre. Nous n'avons jamais été égaux. J'étais l'hôte. Il était le parasite. Et puis il y avait Monica. La trahison de sa part a été plus profonde que celle de Richard. On s'attend à ce que les hommes soient stupides parfois, mais sa meilleure amie? Monica avait 10 ans de moins que moi. Je l'ai rencontrée lorsqu'elle était stagiaire à la fondation caritative que je dirigeais. Elle était venue me voir en pleurant un jour parce que sa mère avait besoin d'une opération et qu'elle n'avait pas les moyens de la payer. J'ai fait le chèque, un chèque personnel, 15 000 $. Je ne l'ai jamais demandé en retour. Quand elle a perdu son appartement, je l'ai laissée rester dans ma maison d'hôte pendant 6 mois gratuitement. Quand elle a pleuré d'être célibataire et seule, je lui ai tenu la main. Et quand elle m'a dit qu'elle était enceinte il y a 3 mois, en sanglotant que le père était un coup d'un soir qui avait bloqué son numéro, c'est moi qui ai essuyé ses larmes. Je me souviens l'avoir emmenée faire du shopping la semaine dernière. Nous étions dans une boutique de bébés haut de gamme. Elle avait choisi un berceau en chêne sculpté à la main ridiculement cher. C'est trop, Laura, avait-elle dit, me lançant ses grands yeux de biche innocent. Je ne peux pas me le permettre. N'importe quoi, avais-je répondu, en tendant ma carte de crédit à la caissière. Je vais être la tante d'honneur. Je veux que ce bébé ait ce qu'il y a de mieux. Je me souviens que Richard était là avec nous, regardant le berceau. J'avais pensé que son expression douce était de l'affection pour moi et ma générosité. Maintenant, je savais qu'il regardait le berceau pour son fils. Il faisait du shopping pour leur famille à mes frais, juste devant mon visage. Ils ont dû en rire au lit plus tard. Regarde comme elle est stupide, ont-ils probablement dit. Elle achète des meubles pour le bébé qui la remplacera. La réalisation a fait remonter de la bile dans ma gorge.
Chaque gentillesse que je leur avais montrée était maintenant une arme qu'ils utilisaient contre moi. Mon infertilité, mon plus grand chagrin, était leur blague. J'ai regardé mon téléphone à nouveau. Je devais supprimer l'historique des appels. Je ne pouvais pas laisser Richard savoir que j'avais appelé. S'il voyait un appel de 4 minutes qu'il avait manqué, il saurait que j'avais tout entendu. Il effacerait ses traces. Il cacherait mieux l'argent. Il pourrait même devenir dangereux. J'ai pris une profonde inspiration, forçant l'air dans mes poumons qui semblaient trop serrés. Je devais rentrer à la maison. Je devais entrer dans cette maison, regarder mon mari dans les yeux et ne pas lui griffer le visage. Je devais être la Laura qu'il pensait que j'étais, douce, inconsciente, naïve Laura. Mais la Laura assise dans la voiture sur le bord de l'I5 était morte. La femme qui a tourné la clé dans le contact était quelqu'un d'autre. Elle était la fille d'Arthur Reynolds, un homme qui mâchait ses concurrents au petit déjeuner. J'ai mis la voiture en marche. La pluie se calmait, laissant les lumières de la ville se refléter sur l'asphalte mouillé comme de l'huile renversée. Je rentrais chez moi sur une scène de crime, mais cette fois, je n'allais pas être la victime. J'allais être le détective, le juge et le bourreau. Me garer dans l'allée de notre maison de style colonial m'apportait généralement un sentiment de paix. Les étayers, la lumière jaune chaude qui se répandait depuis le porche, c'était le sanctuaire que j'avais construit. Ce soir, cela ressemblait à un décor de cinéma pour un film d'horreur. J'ai vérifié mon visage dans le miroir de la coiffeuse une dernière fois. J'ai appliqué une nouvelle couche de rouge à lèvres pour cacher le fait que je m'étais mordu la lèvre jusqu'à ce qu'elle saigne. J'ai pratiqué mon sourire. Il semblait rigide, comme un masque d'argile qui n'avait pas tout à fait séché, mais il faudrait faire avec. J'ai déverrouillé la porte d'entrée, et l'odeur m'a frappé instantanément, ail, romarin et steak saisi. Richard cuisinait. Cela faisait partie de sa routine. Chaque fois qu'il se sentait coupable ou qu'il était sur le point de demander une grosse somme d'argent, il jouait le rôle du chef étoilé Michelin. « Chérie, c'est toi. » Sa voix venait de la cuisine, chaleureuse et invitante. C'était la voix avec laquelle je m'endormais. Maintenant, cela ressemblait au sifflement d'un serpent. « Je suis à la maison » ai-je crié, visant joyeuse mais atterrissant quelque part près de épuisé. C'était bon. Je pouvais jouer la carte de la femme fatiguée. Richard entra dans le couloir, s'essuyant les mains sur un torchon. Il portait le pull en cachemire que je lui avais acheté pour Noël. Il était beau. Zut. Il était si beau avec ses cheveux poivre et sel et ce sourire juvénile. Il s'approcha de moi et enroula ses bras autour de ma taille. J'ai dû ordonner à chaque muscle de mon corps de ne pas tressaillir. J'ai dû me forcer à rester molle, à le laisser me serrer contre lui. « Tu es en retard » murmura-t-il, embrassant mon front. Je commençais à m'inquiéter. « Comment va ta mère ?»« Elle va bien » ai-je menti, juste bavarde. « Tu sais comment elle devient avec son jardin. » Il recula légèrement, regardant dans mes yeux. Pendant une seconde, la panique s'empara de ma poitrine. « Le sait-il ? Peut-il le voir ? Tu as l'air pâle, Laura. Ça va ? Juste une migraine, ai-je dit, me frottant les tempes. La circulation était un cauchemar. Les lumières se brouillaient. Pauvre chéri, roucoula-t-il. Il embrassa ma joue, et c'est alors que je l'ai senti. Sous le parfum de l'ail et de son eau de Cologne coûteuse, il y avait une note légère et persistante de vanille et de noix de coco. C'était son parfum, le vaporisateur corporel bon marché de Monica qu'elle aimait parce qu'il sentait les vacances. Il avait été avec elle récemment, peut-être juste avant de rentrer à la maison pour cuisiner mon steak. Il n'avait même pas pris la peine de se doucher. Il était si arrogant, si sûr de mon aveuglement qu'il est entré dans notre maison en portant l'odeur de sa maîtresse sur sa peau. Je me suis retiré doucement. Je pense que j'ai besoin de m'allonger un peu. L'odeur de la nourriture, c'est un peu fort pour ma tête en ce moment. Bien sûr, dit-il, l'image de la préoccupation. Va te reposer. Je garderai ton dîner au chaud. Veux-tu de l'aspirine ? Non, juste dormir, ai-je dit. Je suis monté à l'étage, sentant ses yeux sur mon dos. Mes jambes me semblaient de plomb. Je suis entré dans notre chambre, la pièce où nous avions essayé de concevoir un enfant pendant 5 ans, et j'ai verrouillé la porte. Je suis allé directement à la salle de bain et j'ai eu des hauts le cœur au-dessus de l'évier. Rien n'est sorti, juste de la bile amère. J'ai ouvert le robinet pour masquer tout bruit. J'ai éclaboussé de l'eau froide sur mon visage,
regardant les gouttelettes couler comme des larmes que je refusais de verser. J'avais besoin d'en savoir plus. L'appel téléphonique était la preuve irréfutable, mais dans un divorce impliquant des millions de dollars, en particulier des richesses héritées, j'avais besoin d'un arsenal nucléaire. J'avais besoin de savoir exactement où il prévoyait de déplacer l'argent. Il a mentionné une société écran offshore. J'ai séché mon visage et je suis retourné dans la chambre. L'iPad de Richard était sur la table de chevet. Il l'emportait habituellement partout, mais il avait dû le laisser en charge. Ma fréquence cardiaque a grimpé en flèche. Je connaissais son code d'accès. C'était son anniversaire. Narcissique. Je l'ai débranché et me suis assise sur le bord du lit, tendant l'oreille pour entendre le bruit de pas dans les escaliers. J'ai ouvert ses messages. Il avait supprimé le fil avec Monica. Il faisait attention à ça. Mais il n'avait pas effacé son historique de navigation. J'ai cliqué sur Safari. Mes doigts tremblaient alors que je faisais défiler. Pays de non-extradition. Immobilier à Bise. Comment cacher des actifs dans un divorce fiduciaire? Chronologie de la précision du test de paternité. Et puis la recherche la plus glaçante de toutes, horodatée il y a 3 jours, espérance de vie moyenne d'une femme souffrant d'hypertension artérielle. J'ai figé. Je n'avais pas d'hypertension artérielle, mais ma mère oui. Prévoyait-il d'attendre que mes parents meurent aussi? Ou espérait-il que le stress du divorce me tuerait? J'ai entendu le bruit sourd d'un pas dans les escaliers. J'ai rapidement verrouillé l'iPad, l'ai rebranché et plongé sous la couette, la remontant jusqu'à mon menton. J'ai simulé le sommeil, ma respiration superficielle et régulière. La poignée de porte a tourné. Laura, chuchota Théil. Je n'ai pas bougé. Il est resté là un moment, à me regarder. Je pouvais sentir sa présence comme une ombre sombre dans la pièce. Puis j'ai entendu le doux ping d'une notification de l'iPad. Il s'approcha, le ramassa et j'entendis le tapotement de ses doigts. « Dors bien, vache à lait », a-t-il chuchoté si bas que je ne l'ai presque pas entendu. Il ferma la porte. J'ai ouvert les yeux dans l'obscurité. Il pensait que je dormais. Il pensait que j'étais la vache à lait, mais il a oublié que les vaches ont des cornes, et quand elles sont acculées, elles piétinent. Le lendemain matin, la sonnette a retenti à 10 heures précises. C'était Monica. Je n'avais presque pas dormi. Mes yeux étaient granuleux, mais j'avais appliqué un correcteur supplémentaire et mis un chemisier blanc impeccable. Une armure. J'avais besoin d'une armure. Richard était parti travailler tôt, ce qui signifiait probablement qu'il regardait des annonces immobilières ou qu'il rencontrait un comptable louche. Donc, il n'y avait que moi et la femme qui portait l'enfant de mon mari. J'ai ouvert la porte, et la voilà. Elle avait l'air rayonnante. Je dois admettre que la grossesse lui allait bien. Elle portait l'un des pulls en cachemire surdimensionné que je lui avais acheté il y a 2 semaines. Il coûtait $400. Elle avait déjà renversé du café dessus. Laura, cria-t-elle, se penchant pour me faire un câlin. J'ai retenu mon souffle alors que son corps se pressait contre le mien. Je pouvais sentir la bosse dure de son ventre contre ma taille. Il a fallu toute ma volonté pour ne pas la repousser en bas des marches du porche. « Salut, Monica » dis-je, ma voix tendue. « Entre. » Nous nous sommes assises dans la véranda. Je lui ai versé une tasse de thé aux herbes décaféinées, le mélange cher qu'elle aimait. « Alors, dit-elle, soufflant sur la vapeur. Comment vas-tu? Richard m'a envoyé un SMS pour me dire que tu avais une migraine hier soir. Pauvre chérie. Tu dois vraiment mieux prendre soin de toi. À ton âge, le stress peut être dangereux. À ton âge, la première pique de la matinée. Je vais bien, dis-je, prenant une gorgée de mon café noir. Juste beaucoup de choses en tête. Richard et moi parlions de l'avenir. J'ai vu sa main s'arrêter en plein vol. Oh. Quoi de l'avenir? Eh bien, ai-je menti doucement, je pensais à l'héritage venant de mon père. C'est beaucoup d'argent à gérer. Je disais à Richard que peut-être nous devrions simplement faire don d'une grosse partie, créer une nouvelle fondation, vous savez, redonner au monde au lieu de l'amasser. Monica s'est étouffée avec son thé. Elle a toussé violemment, posant la tasse avec un fracas. En faire don? De tout? Pas de tout, souris-je, un dévoilement de dents de requin. Mais la plupart. Richard et moi n'avons pas d'enfants. Nous n'avons personne à qui laisser un héritage.
Pourquoi garder des millions assis là alors que nous vivons si simplement? La panique a voltigé dans ses yeux. Elle a frotté son ventre inconsciemment, un geste protecteur. Mais Laura, tu veux sûrement en garder pour la sécurité. Ou que se passe-t-il si vous essayez à nouveau d'avoir un bébé? La gestation pour autrui coûte cher. Non, ai-je soupiré, regardant par la fenêtre le jardin. Richard pense que je suis trop vieille, et honnêtement, peut-être qu'il a raison. Peut-être que certaines lignées ne sont tout simplement pas destinées à se perpétuer. De plus, le karma a une façon de faire fonctionner les choses. Si vous faites le bien, vous obtenez le bien. Si vous mentez et trichez, eh bien, vous vous retrouvez avec rien. Je tournai mon regard vers elle. Je verrouillai mes yeux avec les siens. Pendant une seconde, l'air dans la pièce se figea. J'ai vu un éclair de peur véritable dans ses pupilles. Savait-elle que je savais? Puis elle força un rire, aigu et cassant. Waouh, c'est lourd pour un mercredi matin. Tu es si noble, Laura. Mais Richard, est-ce qu'il est d'accord? Il travaille si dur. Il mérite de profiter de cet argent. Richard est d'accord avec tout ce que je dis-je froidement. Il sait qui tient les cordons de la bourse. Monica s'est agitée inconfortablement sur son siège. Eh bien, en parlant de bébé, le petit donne un coup de pied aujourd'hui. Elle souleva légèrement son pull, montrant la courbe de son ventre. Veux-tu sentir? C'était une manœuvre de pouvoir. Une manœuvre de pouvoir cruelle et tordue pour me rappeler ce qu'elle avait, et que je n'avais pas. Elle pensait que cela me ferait pleurer. Elle pensait que je m'effondrerais. J'ai regardé sa peau exposée. C'était l'enfant de mon mari. La moitié de son ADN s'assemblait à l'intérieur d'elle. Non merci, dis-je catégoriquement. Je ne suis plus vraiment une personne à bébé. Je pense que j'en ai fini avec ça. Monica avait l'air abasourdie. J'étais censé être la femme en pleurs, désespérée et infertile. Mon indifférence l'a déstabilisée. Oh, d'accord. Elle abaissa son pull. Eh bien, je voulais juste te rappeler la fête de bébé le mois prochain. Je sais que c'est beaucoup demandé, mais puisque tu as proposé d'organiser. J'organise toujours, ai-je interrompu. En fait, je veux que ce soit plus grand. Invitons tout le monde. Les collègues de Richard, ma famille, tous nos amis communs. Faisons une célébration massive. Les yeux de Monica s'illuminèrent. L'avidité. Elle adorait être le centre de l'attention, surtout à mes frais. Vraiment? Tu ferais ça? Absolument, ai-je dit. Je veux te donner une fête que personne n'oubliera jamais. Elle rayonna, inconsciente de la menace cachée dans ma promesse. Tu es la meilleure amie du monde, Laura. Sérieusement, je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Tu serais fauchée et seule, pensai-je. Je dois y aller. Je me suis levé brusquement. J'ai un rendez-vous avec mon conseiller financier pour discuter du don. Monica s'est levée si vite qu'elle a presque renversé la chaise. D'accord. Oui. Ne fais rien d'irréfléchi, cependant. D'accord? Parle d'abord à Richard. Je parle toujours à Richard, dis-je, la conduisant à la porte. Alors qu'elle se dirigeait vers sa Honda Civic délabrée, que je savais que Richard prévoyait de remplacer par un Range Rover en utilisant mon argent, j'ai sorti mon téléphone. J'ai composé le numéro du meilleur expert comptable judiciaire de l'État. Ici Laura Reynolds, ai-je dit lorsque la réceptionniste a répondu. J'ai besoin de réserver une consultation urgente. Je soupçonne une fraude conjugale de haut niveau et une dissipation d'actifs, et j'ai besoin d'une équipe qui peut travailler discrètement. Le jeu était lancé. Monica voulait une fête. J'allais lui donner un spectacle. L'expert comptable judiciaire, un homme du nom de M. Henderson avec des lunettes assez épaisses pour voir dans l'avenir, m'avait donné une liste de contrôles. Récupérer le disque dur. Obtenir les déclarations fiscales. Vérifier les rapports de crédit. 2 jours après la visite de Monica, Richard est parti en voyage d'affaires d'une nuit à Portland. Je savais qu'il n'était pas à Portland. La fonctionnalité localisait mon iPhone qu'il pensait avoir désactivé sur notre compte Family Cloud partagé montrait son iPad, qu'il avait emporté avec lui, émettant un signal dans un complexe de luxe à 2 heures au nord. Et devinez qui le téléphone émettait un signal au même endroit? Celui de Monica. Je n'ai pas pleuré cette fois. J'ai senti une précision froide et clinique prendre le dessus.
J'ai attendu d'être sûr qu'ils étaient installés. Puis je suis allé dans le bureau à domicile de Richard. Il le gardait verrouillé, mais j'avais la clé principale de toutes les portes de cette maison. J'ai payé pour les serrures, après tout. La pièce sentait le café rassis et les secrets. Je me suis assise à son bureau massif en acajou, un autre cadeau de ma part, et j'ai démarré son ordinateur de bureau. Protégé par un mot de passe, bien sûr. J'ai essayé son anniversaire. Incorrect. J'ai essayé notre anniversaire. Incorrect. J'ai essayé Monica. Incorrect. Je me suis arrêté, réfléchissant. Richard était arrogant, mais il était aussi sentimental au sujet de ses triomphes. J'ai tapé la date prévue de l'accouchement de Monica. Accès accordé. Un frisson de répulsion m'a parcouru l'échine, mais je l'ai ignoré. J'ai branché le disque dur externe que M. Henderson m'avait donné. Pendant que les données étaient transférées, j'ai commencé à ouvrir des dossiers. Le dossier intitulé Projet Phoenix a attiré mon attention. J'ai cliqué dessus. Ce n'était pas un plan d'affaires. C'était une stratégie de sortie. Il y avait des PDF de brochures pour des villas au Costa Rica. Il y avait des relevés bancaires pour un compte que je ne savais pas existait, un compte au nom d'une société écran appelée Phoenix Consulting. J'ai ouvert les relevés. Ma respiration s'est coupée. Transfert $5 000. Honoraires de consultation. Transfert $12 000. Service de marketing. Transfert $25 000. Capital d'amorçage. J'ai recoupé les dates avec notre compte courant conjoint. Chaque fois que Richard m'avait demandé de l'argent pour ses coûts de démarrage ou ses frais généraux, il l'avait immédiatement transféré sur ce compte privé. Et les retraits pour $1,500. Tiffany & Company. Le bracelet que j'ai vu Monica porter la semaine dernière. $2,800. STRS Nest, article de luxe pour bébé. $3,200. Emerald City Obstétrique. Il finançait tout son style de vie et leur future escapade avec mon argent. Le montant total détourné au cours des 2 dernières années s'élevait à près de $280 000. Mais ce n'était pas le pire. J'ai trouvé un dossier numérique intitulé Juridique. À l'intérieur, il y avait un projet d'accord de garde pour moi. Je l'ai ouvert, confuse. Pourquoi y aurait-il un accord de garde? Nous n'avions pas d'enfant. J'ai lu le texte et le sang s'est glacé dans mes veines. C'était une requête en internement involontaire. Richard avait collecté des preuves de mon instabilité mentale. Il avait des notes sur mes sautes d'humeur dues aux hormones que je prenais pendant la FIV, ma dépression, le deuil de mes fausses couches et ma paranoïa. Plan A, divorcer après le déblocage du fonds fiduciaire. Plan B, si elle conteste le contrat de mariage, prouver qu'elle est mentalement incapable de gérer son patrimoine. Nommer Richard comme tuteur. Il n'allait pas simplement me quitter si je me défendais. Il prévoyait de me faire enfermer et de prendre le contrôle de ma fortune de cette façon. Il voulait me faire un coup à la Britney Spears. Je me suis adossé au fauteuil en cuir, fixant l'écran lumineux. La cruauté était sans fond. Cet homme, dont j'avais pris soin pendant la grippe, dont j'avais payé les dettes, dont j'avais flatté l'ego pendant une décennie, me regardait et ne voyait qu'un distributeur automatique de billets qu'il devait pirater. Le disque dur a émis un bip. Transfert terminé. J'ai retiré le disque et l'ai glissé dans mon soutien-gorge. J'ai éteint l'ordinateur. J'ai essuyé mes empreintes digitales du clavier et de la surface du bureau. Je me suis levé et j'ai regardé autour de la pièce. J'avais envie de tout casser. J'avais envie de prendre un club de golf et de fracasser ses écrans, mais je ne pouvais pas. Pas encore. J'avais besoin que le gros lot tombe. J'avais besoin qu'ils pensent qu'ils avaient gagné. Je suis sorti du bureau et j'ai fermé la porte à clé. Mes mains tremblaient, mais plus de peur. Elles tremblaient de l'adrénaline de la chasse. Je suis descendu et je me suis versé un verre de vin. Je me suis assise dans le salon sombre et j'ai composé le numéro de mon père. Papa, ai-je dit quand il a décroché. Laura, est-ce que tout va bien? Il se fait tard. Non, papa. Tout va mal, mais j'ai besoin que tu m'écoutes, et j'ai besoin que tu ne te mettes pas en colère. J'ai besoin que tu m'aides à le détruire. Il y a eu une pause sur la ligne. Puis la voix d'Arthur Reynolds est parvenue, basse et dangereuse comme le rugissement d'un tigre. Dis-moi tout.
Le domaine de mes parents était à 1 heure de route, une vaste propriété au bord de l'eau que Richard convoitait toujours. Il avait l'habitude de se promener sur le terrain et de dire, un jour, ce sera à nous. Je pensais qu'il voulait dire que c'était un héritage partagé. Maintenant, je savais qu'il voulait dire que c'était une conquête. Le lendemain, j'étais assise dans le bureau de mon père. La pièce était tapissée de livres et sentait le vieux papier et le tabac à pipe. Ma mère, Catherine, était assise à côté de moi sur le canapé en cuir, me tenant la main. Elle n'avait pas dit un mot depuis que j'avais passé l'enregistrement de l'appel téléphonique et que je leur avais montré les documents du disque dur. Elle me tenait simplement la main, sa prise était étonnamment forte. Mon père se tenait près de la fenêtre, regardant l'océan gris. Il avait 70 ans, mais il avait toujours la posture d'un général. Internement involontaire, répéta-t-il, les mots ayant un goût de cendre dans sa bouche. Il allait essayer de te faire déclarer folle pour prendre le contrôle des actifs si le divorce se compliquait. Oui, dis-je, ma voix étant ferme. Il savait que le contrat de mariage protège le principe du fonds fiduciaire, mais pas les revenus générés pendant le mariage s'il contrôle les comptes. Je devrais le tuer, dit simplement mon père. Il se retourna et ses yeux étaient froids. J'ai des amis, Laura. Il pourrait simplement disparaître. Non, dis-je, c'est trop facile. Et je ne veux pas que tu ailles en prison pour un verre comme lui. Je veux qu'il souffre. Je veux qu'il pense qu'il a gagné à la loterie et qu'il se rende compte que le billet est faux. Je veux qu'il soit humilié devant tous ceux qu'il a essayé d'impressionner. Et je veux que Monica réalise qu'elle a parié sur un cheval perdant. Ma mère a finalement parlé. La distribution du fonds fiduciaire, dit-elle. C'est ce qu'ils attendent, les 5 millions. Oui, j'ai acquiescé. Le mois prochain. Nous l'arrêtons, dit mon père. Je vais appeler les avocats. Nous gelons tout. Si nous le gelons maintenant, il le saura, ai-je plaidé. Il va paniquer. Il va cacher les actifs qu'il a déjà volés, les 280 000 $. Il va supprimer les preuves. Il va raconter que c'est moi la folle. J'ai besoin de le prendre en flagrant délit de tentative de vol du gros lot. Mon père s'est assis à son bureau, joignant ses doigts en forme de flèche. Alors, tu veux le piéger? Je veux faire miroiter la carotte, dis-je. Je veux grossir la carotte. 5 millions, c'est bien, mais 10 millions. 10 millions rendent les gens négligents. Mon père sourit, un sourire lent et prédateur que je reconnaissais de ces jours de négociation commerciale. Tu veux que je restructure le fonds fiduciaire, ou du moins que je fasse semblant? Exactement, dis-je. Dis-lui que tu es tellement impressionné par la façon dont il a géré n'importe quelle fausse entreprise dont il te parle que tu veux transférer les actifs plus tôt, mais pour éviter les impôts, nous devons les transférer dans un véhicule d'investissement commun, quelque chose qu'il doit signer, un piège à responsabilité. Mon père réfléchit. Nous créons une société écran. Nous faisons croire qu'il s'agit d'un fonds d'investissement. Nous y transférons des actifs, mais en réalité, nous transférons des dettes, ou nous lui faisons signer une garantie personnelle pour un prêt afin d'acheter des parts dans le fonds. Fais-lui signer une garantie personnelle pour une ligne de crédit de 10 millions de $, ai-je suggéré. Dis-lui que c'est pour maximiser l'investissement. Il signera n'importe quoi s'il pense avoir accès à l'argent. Et une fois qu'il aura signé cette garantie, continua mon père, nous rappellerons le prêt. Il sera personnellement responsable de 10 millions de $ qu'il n'a pas. Il sera en faillite. Et cette fois, je ne serai pas là pour le renflouer. Ma mère me serra la main. Et la fille, Monica, elle veut une baby shower, ai-je dit, ma voix se durcissant. Je vais lui en organiser une. C'est là que nous frapperons le coup de marteau. Je veux que les papiers soient signifiés là-bas. Je veux que la révélation se produise là-bas. Ma mère acquiesça. Je m'occuperai du traiteur. Nous ferons en sorte que ce soit un événement mémorable. Nous avons passé les 3 heures suivantes à élaborer les détails. Le projet Green Inheritance était né. Nous avons rédigé les faux documents juridiques. Mon père a appelé son avocat le plus vicieux, un homme nommé Sterling qui me faisait même peur, pour préparer la véritable demande de divorce et la plainte pour fraude. Quand j'ai quitté la maison de mes parents ce soir-là, je me suis senti plus légère que je ne l'avais été depuis des années. La victime avait disparu. L'architecte de leur destruction conduisait la voiture. J'ai envoyé un SMS à Richard, super rencontre avec papa. Il veut te parler d'une énorme opportunité. Rentre vite à la maison.
J'ai vu les 3 points de sa réponse apparaître instantanément. En chemin, je t'aime. M'aimer? D'accord. Il aimait l'odeur de l'argent. Et il était sur le point de sentir la plus grosse bouffe qu'il n'ait jamais avalée. Ce soir-là, j'ai préparé le terrain. J'ai ouvert une bouteille de Cabernet millésimé, que Richard gardait pour une occasion spéciale. J'ai allumé des bougies. J'ai mis la playlist de jazz qu'il aimait faire semblant de comprendre. Quand il est entré, il avait l'air rougeau. Il avait probablement roulé à 145 km/h pour arriver ici après mon SMS. Laura, cria-t-il en laissant tomber ses clés. Qu'est-ce que c'est que cette célébration? J'ai dit, en lui tendant un verre de vin. Je portais ma plus belle robe de soie. Je devais vendre le fantasme. J'ai parlé à papa aujourd'hui. Je lui ai vraiment parlé de nous, de ton potentiel. Les yeux de Richard s'écarquillèrent. Il prit le verre, ses doigts effleurant les miens. Et il est d'accord avec moi, dis-je, le conduisant vers le canapé. Il pense qu'il a été trop dur avec toi. Il pense que tu es prêt pour le niveau supérieur. Je pris une profonde inspiration, canalisant chaque once de talent d'actrice que je possédais. Papa veut liquider le Blue Water Trust. Celui avec les 5 millions. Richard acquiesça, essayant de paraître calme, mais je vis la pulsation bondir dans son cou. D'accord. Et les distribuer à toi. Non, dis-je, il veut les doubler. Il veut les combiner avec son fonds de liquidité personnel. 10 millions de dollars, Richard. Il veut les transférer dans une nouvelle LLC de gestion, et il veut que tu en sois l'associé gérant. Richard cessa de respirer. Je le vis littéralement cesser de respirer. 10 millions de dollars, le contrôle, le pouvoir. C'était tout ce qu'il avait toujours voulu. Associé gérant, articula-t-il difficilement, moi. Oui, dis-je en rayonnant. Il dit qu'il devient trop vieux pour micro-gérer ses fonds agressifs. Il a besoin de 109. Il veut que ce soit mis en place la semaine prochaine. Mais je fis une pause, ayant l'air inquiète. Mais quoi? Richard se pencha en avant, sa faim palpable. Il a besoin que tu signes des documents importants. Puisque tu serais l'associé gérant, tu devrais signer les exonérations de responsabilité et les garanties de capital. C'est une procédure standard, dit papa, juste pour éloigner l'IRS de nos dos. Mais cela te met légalement aux commandes. Je peux gérer ça, dit Richard immédiatement. Il ne demanda même pas ce qu'impliquait une garantie de capital. Il entendit juste légalement aux commandes. J'ai déjà géré des transactions complexes, Laura. Tu le sais. Je sais. Je touchai sa joue. Je lui dis, tu es l'homme le plus intelligent que je connaisse. Nous allons être tellement riches, Richard. Nous pourrons enfin acheter cette villa en Toscane dont tu parles toujours. Nous pouvons tout faire. Il m'attrapa et m'embrassa. C'était un baiser passionné et fervent. Mais ce n'était pas pour moi. C'était pour les 10 millions de dollars. Je lui rendis son baiser, pensant à quel point j'allais apprécier de le regarder signer sa vie. Je dois passer un appel, dit-il en s'éloignant brusquement. Juste pour vérifier un client afin de libérer mon emploi du temps pour la semaine prochaine. Vas-y, chérie, dis-je en souriant. Il courut pratiquement dans le couloir. Je restai sur le canapé et ramassai discrètement le récepteur du babyphone que j'avais caché sous une pile de magazines. J'avais placé l'émetteur dans la jardinière du couloir plus tôt dans la journée. Je mis le récepteur à mon oreille. Monica, écoute-moi. La voix de Richard était un chuchotement frénétique. Nous devons attendre. Non, tais-toi et écoute. C'est 10 millions. 10 millions. Le double du gain. Pause. Monica devait crier à l'autre bout du fil. Je sais que tu veux partir maintenant, siffla Richard. Mais peux-tu imaginer la différence entre 5 et 10? Nous pouvons vivre comme des rois. Nous n'aurons plus jamais à travailler. Attends juste. Encore 2 semaines. Les papiers sont signés la semaine prochaine. Une fois que les fonds atteignent la LLC, je les transfère et nous sommes des fantômes. Pause. Je t'aime aussi. Écoute, achète-toi quelque chose de beau. Achète cette voiture que tu voulais. Mets-la sur la carte de secours. Ça n'a plus d'importance. Nous allons être plus riches que Dieu. Il raccrocha. Je posai le récepteur.
Mes mains étaient stables. Il allait virer les fonds. Il pensait qu'il allait vider le compte. Il ne savait pas que le compte auquel il aurait accès serait un compte séquestre restreint, et le virement qu'il tenterait déclencherait l'application immédiate de la garantie personnelle. Il allait tenter un vol qualifié, et ce faisant, il déclencherait une dette qui l'enterrerait. Il revint dans le salon, un sourire plaqué sur son visage. Tout est réglé, dit-il. Mon emploi du temps est libre. Je suis tout à toi. À nous, dis-je en levant mon verre. À nous, répondit-il en faisant teinter son verre contre le mien. À moi, pensai-je, et à l'enfer que je suis sur le point de déchaîner sur toi. La semaine précédant la signature fut un chef-d'œuvre de torture psychologique. Richard était sur son meilleur comportement, jouant le mari attentionné si intensément que c'en était nauséabond. Mais Monica était en train de craquer. Je les invitais tous les deux à dîner dans un restaurant de fruits de mer haut de gamme du centre-ville. Je leur dis que c'était une précélébration pour la grande transaction commerciale. Je voulais les voir dans la même pièce. Je voulais voir la tension. Monica arriva vêtue d'une robe moulante qui accentuait son ventre. Elle avait l'air fatiguée. Ses chevilles étaient enflées. Richard, quant à lui, rayonnait, portant un nouveau costume qu'il avait sans aucun doute acheté avec mon argent. « Tu as l'air épuisé, mec, dis-je en nous asseyant. N'est-ce pas, Richard ?» Richard la regarda à peine. Il était trop occupé à regarder la carte des vins. « Elle va bien. » Alors, Laura, ton père a-t-il mentionné la date du notaire ? Mardi, dis-je. Mais ne parlons pas encore affaires. Parlons du bébé. Monica, tu dois être tellement excitée. Monica lança un regard noir à Richard. Oui, mais c'est difficile de le faire seul. Tu sais, sans un partenaire pour aider à soulever les charges lourdes. C'était une attaque directe contre Richard. Eh bien, tu nous as, dis-je en lui tapotant la main. Richard a été si serviable, n'est-ce pas, chérie ? Il a regardé les thèmes de la chambre de bébé avec moi. Richard se figea. Il n'avait pas regardé les thèmes de la chambre de bébé avec moi. Je mentais. Mais il ne pouvait pas le nier sans avoir l'air d'un mauvais mari devant la source de l'argent, et il ne pouvait pas être d'accord sans énerver Monica. J'ai juste jeté un coup d'œil à quelques-uns, balbutia Richard. Il veut un thème jungle, dis-je à Monica, ce qui est drôle parce que je me souviens que tu as dit que tu voulais un thème jungle pour ton bébé. N'est-ce pas une coïncidence ? La fourchette de Monica s'écrasa sur son assiette. Elle se tourna vers Richard, les yeux flamboyants. Tu regardes les thèmes de la chambre de bébé pour sa chambre d'amis ? C'est juste une conversation, dit Richard rapidement, en sueur. Laura, commandons. Le homard a l'air incroyable. Prends ce que tu veux, dis-je. C'est moi qui offre. Tout au long du dîner, j'ai gardé les projecteurs braqués sur le succès de Richard et sur la façon dont je comptais sur lui. J'ai parlé de la façon dont nous prévoyions une deuxième lune de miel aux Maldives le mois prochain. Les Maldives, interrompit Monica. Je pensais que tu ne pouvais pas voler à cause de ta tension artérielle. Je la regardais, confuse. Ma tension artérielle est parfaite. Pourquoi penserais-tu ça ? Monica regarda Richard. Richard regarda son assiette. Il lui avait manifestement raconté le mensonge sur ma santé pour lui faire espérer que je pourrais mourir bientôt. Oh, marmonna Monica. J'ai du mal comprendre. Richard m'emmène aux Maldives, continuai-je, en enfonçant le couteau. Ça va être tellement romantique. Juste nous deux pour nous reconnecter. Je vis Monica tendre la main sous la table. Une seconde plus tard, Richard tressaillit et donna un coup de pied à sa jambe. Elle lui avait donné un coup de pied. En fait, dit Richard, sa voix aiguë et tendue. Peut-être devrions-nous attendre pour le voyage, Laura, avec la nouvelle affaire. Je serai très occupé. Non-sens, dis-je. Nous pouvons célébrer. À moins qu'il n'y ait une raison pour laquelle tu ne peux pas y aller. Non, dit Richard misérablement. Aucune raison. Monica se leva soudainement. Je dois aller aux toilettes. Elle s'éloigna en trombe. Tu devrais aller vérifier comment elle va, Richard, dis-je innocemment. Elle semble hormonale. Tu es si doué avec les gens. Je devrais rester ici avec toi, dit-il. Il était terrifié de me laisser seul, terrifié que je soupçonne quelque chose. Il priorisait l'argent sur sa maîtresse enceinte. Je le regardais faire ce choix.
Il choisit les 10 millions au lieu de son enfant à naître et de la femme qu'il prétendait aimer. Ne sois pas idiot, dis-je. Vas-y. Je vais commander le dessert. Il hésita, puis se leva et se dirigea vers les toilettes. J'attendis 5 secondes, puis je les suivis. Je n'entrai pas dans les toilettes. Je me tenais dans le couloir près de l'alcôve où se trouvaient les téléphones payants. J'entendis des chuchotements furieux et étouffés provenant du couloir près de la sortie de secours. Tu m'humilies, siffla Monica. Tu parles de lune de miel, de thème de jungle. Tu joues à la maison avec elle pendant que je porte ton enfant. Baisse la voix, lança Richard. Tu veux faire capoter ça? C'est 10 millions, Monica. Pour 10 millions, je danserai une gigue en tutu si elle me le demande. Tais-toi et mange ton homard. Dans 2 semaines, elle est de l'histoire ancienne. Je la déteste, sanglota Monica. Je la déteste tellement. Elle est assise là, si satisfaite, à jeter son argent par les fenêtres. C'est une idiote, dit Richard. C'est une idiote pathétique et solitaire. Et nous allons la saigner à blanc maintenant. Essuie ton visage et retourne là-bas. Nous sommes presque à la ligne d'arrivée. Je reculai dans l'ombre pendant qu'il se calmait. Nous sommes presque à la ligne d'arrivée, dit-il. Il avait raison. Mais il ne réalisait pas que la ligne d'arrivée était en fait le bord d'une falaise, et que c'était moi qui avais graissé le bord. Je retournai à la table et m'assis. Quand il revint, je souriais. Je commandai le fondant au chocolat. Je dis, ça va être explosif. Le dîner avec Richard et Monica avait confirmé leur cupidité, mais aux yeux de la loi, la cupidité n'est pas un crime. L'adultère, cependant, dans notre État et selon les termes stricts de notre accord prénuptial, était une rupture de contrat qui pouvait priver Richard de toute demande de pension alimentaire. Mais j'avais besoin de plus qu'un simple enregistrement d'un appel téléphonique, qu'un bon avocat pouvait contester comme ayant été obtenu illégalement ou sorti de son contexte. J'avais besoin d'une preuve biologique. J'avais besoin de relier Richard à ce bébé avec un nœud si serré que même Houdini ne pourrait pas s'en sortir. J'avais besoin de son ADN, et j'avais besoin du sien. Richard était facile. J'arrachais des cheveux de sa brosse à cheveux tous les matins juste par habitude pour garder l'évier propre. Mais Monica était le défi. 2 jours après le dîner, j'envoyai un SMS à Monica. Et, j'ai trouvé des vêtements de maternité vintage incroyables dans le grenier que ma mère a gardé. Chanel, Dior, ils te seraient magnifiques. Tu veux que je te les dépose? Le piège était appâté avec la vanité. Monica ne pouvait pas résister aux marques haut de gamme. Elle répondit immédiatement par SMS. OMG, oui, je suis à l'appartement. Viens. L'appartement. La garçonnière qu'elle prétendait louer avec ses économies. En réalité, c'était un condo à 3500 $ par mois à Bellevue que Richard payait avec des fonds détournés de mon compte de retraite. Je suis allé là-bas avec un sac à vêtements plein de vêtements que j'avais achetés dans une friperie et nettoyés à sec pour qu'ils aient l'air chers. Quand elle ouvrit la porte, l'odeur de l'endroit me frappa. Ça sentait lui. Son eau de Cologne était dans l'air. Ses chaussures étaient près de la porte. C'était une deuxième maison. Une vie d'ombre qu'il vivait juste sous mon nez. Laura. Elle me serra dans ses bras, ses yeux se dirigeant immédiatement vers le sac à vêtements. Tu es une bouée de sauvetage. Plus rien ne me va. Heureuse d'aider. Je souris en entrant. Puis-je utiliser tes toilettes? Ce café m'a traversé. Bien sûr, au bout du couloir, dit-elle, dézippant déjà le sac pour atteindre le Chanel. Je suis entré dans la salle de bain. Elle était magistralement encombrée de ses produits de beauté. Et là, dans une tasse en céramique près de l'évier, il y avait 2 brosses à dents, une rose, une bleue. J'ai sorti un sac Ziploc de mon sac à main. J'ai attrapé la brosse à dents bleue, celle de Richard. Je connaissais la marque. Il avait les gencives sensibles. Je l'ai mise dans un sac. Puis j'ai attrapé une brosse à cheveux pleine de longues mèches blondes sur le comptoir. Celle de Monica. J'ai mis ça dans un sac aussi. Mais j'avais besoin de quelque chose reliant directement la grossesse à Richard. Une brosse à dents prouve qu'il dort ici, pas qu'il est le père. J'ai ouvert le placard sous l'évier. Rien que des serviettes. J'ai vérifié la petite poubelle dans le coin. C'était surtout des mouchoirs et des lingettes démaquillantes. J'ai creusé un peu plus profondément, ignorant la répulsion qui montait dans ma gorge.
Et là, il y avait un morceau de papier thermique froissé. Je l'ai lissé. C'était un reçu de la clinique d'obstétrique datant d'il y a 3 jours. Emerald City Obstétrique. Patient, Monica Stevens. Garant en partie responsable, Richard Vance. Service, échographie de 24 semaines. Il avait signé pour cela. Il avait littéralement mis son nom sur le formulaire de responsabilité financière de l'échographie. Il était si arrogant, si sûr que je ne verrais jamais ça, qu'il n'a même pas utilisé de liquide. J'ai pris une photo du reçu puis j'ai glissé l'original dans ma poche. Tout va bien là-dedans, demanda Monica. Je me lave juste les mains, dis-je gaiement. J'ai tiré la chasse d'eau pour faire l'effet et je suis sorti. Monica tenait un chemisier en soie contre sa poitrine devant le miroir du couloir. C'est magnifique, dit-elle. Est-ce du vrai vintage? Oui, mentis-je. Il te va parfaitement. Porte-le à la fête. Je le porterai, dit-elle en rayonnant. Au fait, Richard a dit que la transaction commerciale aura lieu mardi. Il semble stressé mais excité. Il l'est, dis-je en me dirigeant vers la porte. Il est sur le point de devenir un homme très puissant, Monica. Nous devrions tous être prêts au changement. Je suis prête, dit-elle en se frottant le ventre. Je suis née prête. Je suis allée directement au laboratoire privé que mon avocat, Sterling, avait recommandé. J'ai remis les sacs Ziploc et le reçu. J'ai besoin d'une analyse en urgence, ai-je dit au technicien. Il me faut un profil de paternité et une analyse comparative. Je dois savoir si l'ADN de cette brosse à dents bleues correspond à l'ADN du père, et je dois aussi savoir s'il correspond à celui du mari. Nous pouvons avoir une concordance préliminaire en 48 heures, a dit le technicien, mais pour une analyse admissible devant les tribunaux. Je n'en ai pas besoin pour le tribunal pour l'instant, ai-je interrompu. J'en ai besoin pour une présentation vidéo. Il m'a regardé, perplexe, mais a pris la carte de crédit. En rentrant chez moi, j'ai ressenti un étrange sentiment de calme. Les pièces du puzzle se mettaient en place. J'avais tendu le piège financier avec mon père. J'avais tendu le piège social avec la fête. Et maintenant, j'avais le piège biologique. Richard est rentré ce soir-là en sifflant. Il m'a embrassé sur la joue. Grosse journée demain avec ton père, a-t-il dit. J'ai relu le prospectus. Tu vas être formidable, ai-je dit en caressant son revers de veste. Assure-toi juste de tout signer. Papa déteste l'hésitation. Je n'hésiterai pas, a promis Richard. Il n'en avait aucune idée. Il était sur le point de signer son propre arrêt de mort, et il sifflait en le faisant. Mardi matin est arrivé avec un ciel gris et menaçant, le genre de temps de Seattle qui faisait habituellement se plaindre Richard de ses articulations. Mais aujourd'hui, il était électrique. Il a passé 1 heure devant le miroir à ajuster sa cravate, à vérifier ses dents. Il ressemblait à un homme se préparant à recevoir un Oscar. « Est-ce que j'ai l'air d'un associé directeur ?» a-t-il demandé, se tournant vers moi. « Tu as l'air d'un homme à 10 millions de dollars, ai-je dit. » Ce n'était pas un mensonge. C'était exactement le montant de la dette qu'il allait contracter. Nous avons conduit jusqu'au bureau de mon père en ville. L'immeuble Reynolds était un monolithe d'acier et de verre que Richard regardait toujours avec envie. Aujourd'hui, il y est entré comme s'il en était le propriétaire. Mon père, Arthur, nous attendait dans la salle de conférence. La table était assez longue pour qu'un avion puisse y atterrir. Assis à côté de lui se trouvait un homme que Richard ne connaissait pas, M. Sterling, présenté simplement comme le conseiller juridique de la famille pour le trust. « Richard, dit mon père, se levant mais n'offrant pas la main. Ravi de vous voir, Arthur. » Richard a hoché la tête, essayant d'égaler le sérieux de mon père. Prêt à se mettre au travail. Excellent. Ne perdons pas de temps. Mon père a fait glisser une pile de documents sur l'acajou poli. Ils étaient épais, reliés dans des couvertures bleues, ressemblant en tout point au transfert officiel de richesse dont Richard avait rêvé. Comme Laura l'a expliqué, a commencé mon père, sa voix douce comme un whisky vieilli. Nous consolidons les actifs de Blue Water dans une nouvelle entité, Vance Reynolds Capital, afin d'éviter la taxe sur les donations et les retards d'héritage. Nous structurons cela comme un rachat par endettement. Richard a hoché la tête sagement, mais je pouvais voir à la lueur dans ses yeux qu'il ne comprenait pas la moitié de ce qu'Arthur disait. Il a juste entendu Vance Reynolds Capital, son nom en premier. Vous serez le seul directeur général, a renchéri Sterling, tapotant le papier.
Cela vous donne un pouvoir de négociation illimité. Cependant, pour satisfaire la SEC et les clauses bancaires, le directeur doit garantir personnellement la ligne de crédit. C'est une formalité. Les actifs couvrent le prêt 10 fois. Bien sûr, a dit Richard, attrapant le stylo en argent. Procédure standard. Lis-le attentivement, Richard, ai-je dit doucement, feignant l'inquiétude. C'est un engagement important. Il m'a jeté un regard qui disait, tais-toi. Laisse-moi gérer ça. Je sais ce que je fais, Laura. Il a tourné la page de signature. Il n'a pas lu la clause à la page 42 qui définissait les actifs comme non liquides et soumis à un blocage de 5 ans. Il n'a pas lu la clause à la page 50 qui stipulait que la ligne de crédit était exigible immédiatement en cas de preuve d'infidélité conjugale ou de détournement de fonds. Et il n'a certainement pas lu les petits caractères qui rendaient la garantie personnelle absolue, perçant le voile corporatif, ce qui signifiait qu'il pouvait s'en prendre à sa voiture, à ses vêtements et à tout revenu futur. Il a signé son nom avec une emphase particulière. Richard Vance. C'est fait, a-t-il dit en refermant le stylo. Mon père l'a regardé, son visage illisible. Bienvenue dans le grand bain, Richard. Quand les fonds seront-ils disponibles, a demandé Richard, les mains tremblant légèrement. Le compte est actif à partir de maintenant, a dit Sterling, vérifiant sa montre. Vous avez le pouvoir de négocier. Richard a poussé un soupir qu'il devait retenir depuis des années. Il m'a regardé, et pendant une seconde, j'ai vu le masque tomber. Ce n'était pas de l'amour dans ses yeux. C'était du triomphe. Il pensait qu'il venait de voler l'héritage de ma famille. On devrait fêter ça, a dit Richard. Dîner, champagne. J'ai une meilleure idée, ai-je dit. Gardons la grande fête pour la baby shower samedi. Ce sera une double célébration. Une nouvelle vie, une nouvelle entreprise, n'est-ce pas? Richard a dit, distrait. Il dépensait déjà mentalement l'argent. La baby shower? Bien sûr. Il s'est levé, a serré la main de mon père vigoureusement, et a pratiquement dansé hors de la pièce. Lorsque la porte s'est refermée, le silence dans la pièce était pesant. Mon père a regardé le document. Il n'a même pas demandé le taux d'intérêt. C'est un imbécile, papa, ai-je dit en fixant la porte. Un imbécile avide et désespéré. Il est légalement piégé, a confirmé Sterling, rangeant les papiers dans sa mallette. Dès que vous demanderez le divorce et que nous prouverons l'adultère, la clause mauvais garçon de ce contrat se déclenchera. Nous exigerons le remboursement du prêt. Il devra immédiatement 10 millions de dollars à la société holding. Il sera en faillite à l'heure du déjeuner. Et les fonds auxquels il pense avoir accès, ai-je demandé, en séquestre restreint. Sterling a souri, une expression de requin. Il peut voir l'argent sur un écran, mais il ne peut pas sortir un centime sans une contre-signature, qu'il n'obtiendra pas. Je me suis approché de la fenêtre et j'ai regardé la rue. J'ai vu Richard sortir du bâtiment. Il s'est arrêté sur le trottoir, a sorti son téléphone et a passé un appel. Même à 20 étages de hauteur, je savais qui il appelait. Monica, il lui disait qu'ils étaient riches. Profitant, Richard, ai-je murmuré contre la vitre. Tu as exactement 4 jours pour te sentir comme un roi. L'audace de Monica Stevens ne connaissait pas de limite. Quand elle a demandé la baby shower, je pensais qu'elle voulait dire une petite réunion, mais une fois qu'elle a pensé que Richard avait obtenu les 10 millions, ses exigences ont dégénéré en folie. Elle ne voulait pas seulement une fête, elle voulait un couronnement. Je veux de l'or, m'a-t-elle dit autour d'un café, me montrant son tableau Pinterest. Des ballons dorés, des nappes dorées, de la poudre d'or sur les cupcakes. Je veux que ça ressemble à la royauté. De l'or, ce sera, ai-je dit, en l'écrivant dans mon carnet. De l'or comme l'argent que tu penses voler. Et le gâteau, a-t-elle continué. Je veux un gâteau à 3 étages. Et pour la révélation, je ne veux pas juste un éclatement de ballon, c'est tellement basique. Je veux une vidéo, un montage de mon parcours, se terminant par une révélation de couleur sur un grand écran. Je l'ai regardée. Elle me tendait pratiquement l'arme pour la tuer, une vidéo sur un grand écran. J'ai répété lentement, c'est une idée géniale, Monica. Je peux monter ça pour toi. J'ai toutes ces photos de nos voyages et celles que tu m'as envoyées de l'échographie. Oui. Elle a claqué des mains. Utilise les photos d'échographie et met de la musique émotionnelle derrière. Quelque chose comme à 2 ans years.
Je ferai en sorte que ce soit très émouvant, ai-je promis. Elle voulait que la fête ait lieu chez moi. Bien sûr qu'elle le voulait. Elle voulait parader sa fertilité dans la maison de la femme stérile qu'elle trahissait. Elle voulait se tenir dans mon salon, entourée de mes amis, mangeant ma nourriture et se moquant secrètement de moi. « Es-tu sûre que ça va, Laura ?» a-t-elle demandé, prenant une fausse moue. « Je sais, tu sais, les trucs de bébé, c'est dur pour toi. »« J'ai dépassé ça, ai-je dit en sirotant mon thé. »« Vraiment ? Je suis juste heureuse pour toi, et pour le père, qui qu'il soit, a souri Monica. Oh, il sera heureux. Crois-moi. » Samedi est arrivé. Le jour de la révélation du sexe. Ma maison était transformée en un palais de tromperie scintillant. Des banderoles dorées pendaient des lustres. Une équipe de traiteurs payés par mois installait un buffet de mini-burgers de homard et de frites à la truffe. Richard arpentait le couloir, l'air nerveux. « Est-ce que c'est trop ?» a-t-il demandé, ajustant sa cravate. « Les gens pourraient parler. »« Pourquoi on fait ça pour ton assistante ?»« C'est ma meilleure amie, Richard, ai-je dit en fixant son col. Et en plus, on se fête aussi, n'oublie pas l'accord. On peut l'annoncer à tout le monde ce soir, non ? » Il s'est légèrement détendu. L'accord. Les invités ont commencé à arriver à 14 heures. C'était un mélange de relations d'affaires de Richard, qu'il voulait impressionner avec sa nouvelle richesse, ma famille, qui était complice du plan, et les amis de Monica, un groupe de femmes qui me regardaient avec pitié, sachant clairement plus qu'elles ne le devraient. Monica est arrivée dans une limousine blanche. Elle est sortie vêtue d'une robe à sequins dorés qui moulait son ventre. On aurait dit qu'elle arrivait au mégala, pas à un barbecue dans le jardin. « Bienvenue à la fête » a-t-elle crié en saluant tout le monde. Elle est allée droit vers Richard et lui a fait une accolade qui a duré 3 secondes de trop. J'ai regardé depuis le balcon. La façon dont elle le regardait, ce n'était pas seulement de l'amour, c'était de la possession. Elle pensait qu'elle le possédait maintenant. Elle pensait qu'elle possédait cette maison, cette vie. Ma mère s'est approchée de moi. Elle portait du noir comme si elle assistait à un enterrement. D'une certaine manière, c'était le cas. « Es-tu prête ?» a demandé maman. « Je suis prête depuis toujours, ai-je dit. »« Le serveur est installé, maman. Le projecteur est mis au point. Papa a l'équipe de sécurité en attente dans le garage. » Bien. J'ai regardé la foule. Monica régnait près de la fontaine de chocolat, riant bruyamment. Richard tenait un scotch, regardant avec suffisance les partenaires commerciaux de mon père, se vantant probablement de son nouveau titre de directeur général. Ils étaient si haut placés. La chute allait être époustouflante. Laura, Monica m'a fait signe de la main en bas. Descends. Il est temps pour la vidéo. J'ai souri et j'ai fait signe de la main en retour. J'arrive. Je suis entré dans ma chambre et j'ai ouvert le coffre-fort. J'ai sorti la clé USB. Elle contenait le fichier nommé monica-bajournée.mpp4. Mais je l'avais modifié. Oh, je l'avais magnifiquement modifié. J'ai vérifié mon reflet. Je n'étais plus la femme triste et infertile. J'étais le karma auquel il ne croyait pas. Je suis descendu le grand escalier, la clé USB chaude dans ma main. La foule s'est écartée pour me laisser passer. Je me sentais comme un gladiateur entrant dans l'arène. Très bien, tout le monde, ai-je annoncé en attrapant le micro. Rassemblez-vous. Monica rêve de ce moment depuis des mois. Elle veut vous montrer à tous la vérité sur ce bébé miracle. Monica rayonnait, serrant le bras de Richard. Richard avait l'air mal à l'aise mais a forcé un sourire. J'ai branché la clé USB dans l'ordinateur portable connecté au projecteur. L'écran massif du salon s'est illuminé. « Éteignez les lumières, s'il vous plaît » ai-je crié. La pièce s'est assombrie. L'obscurité dans la pièce était pesante, remplie de l'attente silencieuse de 50 invités. L'air sentait le parfum cher et l'odeur d'ozone d'un orage sur le point d'éclater. Je me suis tenu près du projecteur, le bourdonnement du ventilateur vibrant contre le bout de mes doigts. J'ai regardé les visages éclairés par la lueur ambiante de l'écran. Il y avait Monica, debout au premier plan, ses mains caressant son ventre, son visage tourné vers le haut dans une attente extatique. Elle s'attendait à un montage de photos d'échographie sur une balade sentimentale se terminant par une explosion de confettis bleu ou rose. Elle s'attendait à une validation. Elle s'attendait à être la star. Il y avait Richard, debout légèrement derrière elle,
changeant son poids d'un pied à l'autre. Il faisait tournoyer la glace dans son verre, ses yeux jetant des regards furtifs autour de la pièce. Il essayait d'avoir l'air désinvolte, essayant de maintenir la distance d'un patron serviable tout en partageant secrètement l'intimité d'un père. Il n'avait aucune idée que dans sa poche, le téléphone qu'il pensait sécurisé, avait été cloné par mon équipe de médecine légale il y a 3 jours. Il y avait mon père, Arthur, debout près des portes du patio. Il ne regardait pas l'écran. Il regardait Richard avec le regard froid et mort d'un sniper attendant le feu vert. À côté de lui, 2 hommes en costume sombre, des agents de sécurité privés se faisant passer pour des traiteurs, se tenaient les mains jointes devant eux, prêts à bouger. Et il y avait moi. Mon cœur battait contre mes côtes comme un oiseau piégé, mais mes mains étaient fermes. C'était le moment du non-retour. Une fois que j'appuierais sur lecture, il n'y aurait plus de retour en arrière à la fiction polie de mon mariage. Une fois que j'appuierais sur lecture, je serais une divorcée. Je serais la femme qui a anéanti sa propre vie pour tuer le cancer qui y grandissait. Mais en les regardant, le mari qui m'appelait stérile et la meilleure amie qui a volé mon argent pour acheter ses vêtements de maternité, je ne ressentais pas de peur. Je ressentais une clarté brûlante et juste. J'ai saisi la télécommande. Mon pouce planait sur le bouton entrée. Le temps semblait ralentir. Je pouvais entendre les respirations individuelles des personnes au premier rang. Je pouvais entendre la glace cliqueter dans le verre de Richard. J'ai pensé à la chambre d'enfant que je n'avais jamais eu l'occasion de décorer. J'ai pensé aux nuits où j'ai passé à m'injecter des hormones dans mon estomac meurtri pendant que Richard travaillait tard avec Monica. J'ai pensé au chèque de 10 millions de dollars que Richard pensait contrôler. C'est pour toi, Laura, me suis-je murmuré. La Laura qui méritait mieux. J'ai regardé directement Richard pendant une fraction de seconde, nos yeux se sont croisés dans la faible lumière. Il a froncé les sourcils. Il a vu quelque chose dans mon visage, pas l'adoration à laquelle il était habitué, mais une platitude de requin. Son sourire affaibli. Il a fait un demi-pas en avant, sa bouche s'ouvrant pour poser une question. Laura, a-t-il murmuré. Il était trop tard. J'ai appuyé sur le bouton. L'écran s'est illuminé, projetant une lumière blanche crue sur le visage terrifié de Richard. Le silence dans la pièce allait être brisé à jamais. Je suis resté là, la télécommande à la main comme un détonateur, regardant la mèche se consumer jusqu'à disparaître. Mes amis, mon cœur s'emballe juste en racontant ce moment. Si vous écoutez ça et que vous me soutenez, si vous voulez voir ces traîtres obtenir exactement ce qu'ils méritent, prenez une seconde tout de suite pour appuyer sur le bouton j'aime. Et dans les commentaires, tapez le numéro 1. Juste le numéro 1. Faites-moi savoir que vous êtes à mes côtés dans ce salon et que vous tenez bon. Votre soutien me nourrit. Tapez 1 maintenant, et regardons leur monde brûler ensemble. La vidéo n'a pas commencé avec de la musique. Elle a commencé par de la statique. Puis une date est apparue en texte blanc sur fond noir. 14 octobre, 17h42. L'audio a crépité et s'est animé. C'était l'enregistrement de ma voiture. Le son était limpide, amplifié par le système de son surround coûteux que Richard avait insisté pour que nous installions. Dieu, elle est tellement étouffante. J'ai failli l'appeler par ton nom. La voix de Richard résonna dans le salon. Dans la foule, les têtes se tournèrent. Les gens avaient l'air confus. Ils pensaient que c'était une blague ou un sketch. Mais Richard? Richard se figea. Son verre lui échappa des doigts et se brisa sur le sol en marbre, le bruit aussi sec qu'un coup de feu. Tu as intérêt à ne pas le faire. Je ne veux pas que mon fils soit confus quant à sa vraie famille. C'était la voix de Monica. Sur l'écran, la neige statique laissa place à un clip vidéo. C'était granuleux, pris avec un objectif longue distance, mais indéniable. On y voyait Richard et Monica sur un banc de parc. Richard lui embrassait le ventre. Un soupir collectif parcourut la pièce. On aurait dit que tout l'oxygène avait été aspiré d'un coup. Monica laissa échapper un son étranglé, un nom aigu. Elle se tourna pour regarder le projecteur, le visage pâle comme la mort sous le maquillage épais. L'audio continua, implacable. Attends juste que le chèque de son père soit encaissé. 5 millions, Monica. C'est notre billet. Nous prendrons le bébé et la laisserons avec rien d'autre que sa maison vide et son ventre desséché. Elle est trop vieille pour me donner un fils de toute façon. Elle est stérile. La pièce explosa.
Les amis de ma mère se couvrirent la bouche. Les partenaires commerciaux de Richard le regardèrent avec un dégoût absolu, mais je n'avais pas fini. La vidéo passa à une nouvelle image. C'était un document, le PDF de la requête de placement involontaire que Richard avait rédigé. Les mots au déficient mental étaient surlignés en rouge, zoomant pour que tout le monde puisse les lire. Puis, le coup de grâce, l'écran afficha les résultats de l'ADN que j'avais reçus du laboratoire. Résultat du test de paternité, probabilité de paternité 99,99%. Père, Richard Vance. Et enfin, une diapositive que j'avais faite moi-même, une simple photo du contrat projet vert que Richard avait signé il y a 2 jours, avec sa signature agrandie à côté de la clause « Responsabilité personnelle 10 millions de dollars ». La vidéo se termina. L'écran devint noir. Pendant 3 secondes, il y eut un silence absolu. Puis, le chaos. « Espèce d'ordure » hurla Monica. Elle ne me regardait pas. Elle regardait Richard. « Tu as dit qu'elle ne savait pas. Tu as dit que c'était sûr. » Richard tremblait. Son visage était un masque de terreur. Il regarda la foule, puis moi. Il essaya de rire, un son maniaque et brisé. Ceci est un deepfake. C'est de l'IA. Laura est malade. Garde-le pour toi, Richard, dis-je dans le microphone. Ma voix était calme, résonnant au-dessus des chuchotements. La police est en route. Et tes créanciers aussi. Créanciers, balbutia Richard, transpirant abondamment. Quel créancier? Mon père sortit de l'ombre. Moi, dit-il. Tu as signé une garantie personnelle de 10 millions de dollars mardi, Richard. Et puisque tu viens d'admettre la conspiration en vue de commettre une fraude et un vol sur bande, je réclame le prêt immédiatement. Richard regarda mon père, puis le contrat affiché sur l'écran dans son esprit. La couleur quitta complètement son visage. Il réalisa le piège. Non, murmura-t-il. Non, c'était pour la fiducie. Il n'y a pas de fiducie, dis-je en descendant les escaliers. Il n'y en a jamais eu. Tu as signé une dette, Richard. Tu dois 10 millions de dollars à ma famille. Et puisque nous avons un contrat de mariage qui te refuse tout en cas d'adultère, tu n'as aucun moyen de la payer. Monica attrapa le bras de Richard, ses ongles s'enfonçant dans son costume. Qu'est-ce qu'elle veut dire? Où est l'argent? Nous avons besoin de l'argent pour le bébé. Richard la repoussa. Fort. Elle trébucha en arrière, manquant de tomber dans la table des desserts. Lâche-moi, rugit Richard, perdant tout contrôle. Espèce de vache stupide. Tu n'as pas pu te taire. Tu as tout gâché. La foule haleta de nouveau. C'était l'homme qui jouait le gentleman. Maintenant, c'était un rat acculé attaquant la femme enceinte qu'il prétendait aimer. Sortez, ordonnai-je, pointant la porte, vous deux. Sortez de chez moi. Laura. S'il te plaît, Richard se tourna vers moi, les yeux sauvages. Changeant de tactique instantanément, il tomba réellement à genoux au milieu des confettis dorés. Laura, chérie, écoute. Elle m'a piégé. Elle m'a séduit. C'était une erreur. Je t'aime. Je disais juste ces choses pour la faire taire jusqu'à ce que je puisse me débarrasser d'elle. C'était pathétique. C'était révoltant. Tu viens d'essayer de prétendre que j'étais folle pour voler mon argent, Richard. Je le regardais avec un mépris pur. Tu n'es pas une victime. Tu es un parasite. Je fis un signe de tête aux gardes de sécurité. Sortez les poubelles, dis-je. Les gardes de sécurité, 2 hommes costauds qui avaient l'air de mâcher du verre au petit déjeuner, se rapprochèrent. L'un attrapa Richard par le bras, le tirant de ses genoux comme une poupée de chiffon. L'autre se dirigea vers Monica. Ne me touche pas, hurla Monica, repoussant la main du garde. Je suis enceinte. Vous ne pouvez pas me toucher. Alors marche, dit le garde, d'une voix monocorde. La marche de la honte fut atrocement longue. Richard essaya de se débattre, criant au sujet de ses droits, au sujet de son avocat. Appelle ton avocat, cria mon père après lui, sa voix résonnant. Il voit déjà le mien lundi. Alors qu'ils étaient traînés vers la porte d'entrée, les invités se séparèrent comme la mer Rouge. Personne ne les regarda avec sympathie.
Même les amis de Monica filmaient la scène sur leur téléphone, diffusant en direct la chute de la femme qui s'était vantée de son riche père de bébé pendant des mois. À la porte, Richard attrapa le cadre de la porte, désespéré. Il me regarda, les larmes coulant sur son visage. « Laura, pense à ce que tu fais. Nous avons 15 ans. Tu ne peux pas simplement me jeter. Tu nous as jetés au moment où tu as décidé que mon ventre n'était pas assez bon, dis-je. Au revoir, Richard. » Les gardes les poussèrent dehors sous la pluie et claquèrent la lourde porte en chêne. Le son résonna dans la maison, une finalité qui ressemblait à la chute d'une guillotine. Le silence revint dans la pièce. La fête était gâchée, évidemment. Les ballons dorés avaient l'air ringards maintenant. Le gâteau n'était pas coupé. Je me tenais en bas des escaliers, tremblante, non pas de peur, mais de l'énorme décharge d'adrénaline qui quittait mon corps. Ma mère s'approcha de moi et m'enlaça. « C'est fini, murmura-t-elle. Tu l'as fait. » Je suis désolé, dis-je aux invités, ma voix tremblant légèrement. Il n'y aura pas de coupe de gâteau. Veuillez emporter la nourriture à la maison et merci d'être venu au spectacle. Puis, quelque chose d'incroyable se produisit. Madame Abernathy, la directrice du conseil d'administration de l'association caritative et la plus grande commère de la ville, commença à applaudir, lentement, d'un applaudissement régulier. Puis ma cousine se joignit à elle. Puis l'ancien partenaire commercial de Richard. Bientôt, toute la pièce applaudissait. Ils n'applaudissaient pas le drame. Ils m'applaudissaient. Ils applaudissaient la femme qui refusait d'être une victime. Je laissai échapper un sanglot, un rire mêlé de larmes. Dehors, le drame n'était pas terminé. À travers la fenêtre, nous pouvions voir des lumières clignotantes. Mon père avait appelé la police non pas pour les arrêter pour la fraude qui viendrait plus tard, mais pour violation de domicile et trouble à l'ordre public, juste pour ajouter à l'humiliation. Je regardais à travers les rideaux transparents. Richard se disputait avec un policier, gesticulant sauvagement vers la maison. Monica était assise sur le trottoir sous la pluie, sa robe dorée trempée, pleurant dans ses mains. Le Range Rover qu'elle pensait obtenir était introuvable. Sa Honda déglinguée était toujours garée dans la rue. Ils se tournaient l'un contre l'autre. Je pouvais voir Richard lui crier dessus, pointant un doigt sur son visage. L'amour dont il parlait au téléphone s'était évaporé la seconde où l'argent avait disparu. Cette nuit-là, j'ai dormi dans la chambre d'amis. Je ne pouvais pas supporter de dormir dans le lit où Richard avait menti. Mais pour la première fois depuis des mois, j'ai dormi sans cauchemar. Le monstre n'était plus sous le lit. Il était dehors dans le froid où il devait être. Le lendemain matin, le vrai travail commença. Sterling arriva à 8 heures avec une mallette pleine de citations à comparaître. Nous avons la vidéo, dit Sterling, posant les dossiers sur la table de la cuisine. Nous avons la garantie signée. Nous avons l'ADN. Nous avons la comptabilité forensique des 280 000 $ qu'il a volés. Quelle est la première étape? J'ai demandé, versant du café. Nous gelons ses comptes personnels, dit Sterling. Ensuite, nous déposons la demande de divorce pour adultère. Ensuite, votre père dépose la poursuite pour la dette. Nous l'attaquons sur 3 fronts à la fois. Il ne pourra plus respirer. Bien, dis-je. Étouffez-le. Je regardais l'endroit vide sur le comptoir où la machine à espresso de Richard était autrefois. Je l'avais jetée à la poubelle plus tôt ce matin. Et Monica, demandai-je. Elle est une co-conspiratrice, dit Sterling. Nous pouvons la poursuivre pour le retour des fonds volés, les bijoux, les factures médicales, le loyer. Nous pouvons saisir son salaire pendant les 20 prochaines années. Faites-le, dis-je. Je veux récupérer chaque centime. Non pas parce que j'ai besoin de l'argent, mais parce qu'elle doit apprendre que rien dans la vie n'est gratuit. La procédure de divorce fut moins une bataille qu'une exécution. Richard essaya d'embaucher un avocat de renom, un homme connu pour obtenir des règlements à l'amiable pour les maris infidèles. Mais une fois que l'avocat vit le contrat projet vert et la garantie personnelle de 10 millions de $, il laissa tomber Richard plus vite qu'une patate chaude. Richard se retrouva avec un avocat de centre commercial qui avait l'air de dormir dans sa voiture. Nous nous sommes rencontrés pour une médiation dans une salle de conférence au mur de verre 3 semaines plus tard. Richard avait l'air terrible. Il avait perdu du poids, sa peau était grise, et il portait un costume qui avait l'air non repassé. Il vivait dans un motel, selon les documents. Quand je suis entré,
il essaya d'établir un contact visuel pour me donner ce regard de chiot triste qui fonctionnait autrefois. Je le regardais droit à travers. Ma cliente, commença Sterling, n'offre rien. L'avocat de Richard soupira. Écoutez, M. Vance est démuni. La dette envers Vance Reynolds Capital l'écrase. Il ne peut pas la payer. Il dépose une demande de mise en faillite en vertu du chapitre 7. La faillite n'annulera pas la dette contractée par la fraude, dit Sterling joyeusement. Nous avons la preuve qu'il a signé cette garantie sous de faux prétextes de gestion d'un fonds qu'il avait l'intention de détourner. C'est non dischargeable. Richard frappa sa main sur la table. Je n'ai rien détourné. Je n'ai jamais eu l'argent. Parce que nous vous avons arrêté, dit mon père depuis le coin de la pièce. La tentative de vol qualifiée est toujours un crime, Richard. Richard s'affala sur sa chaise. Que voulez-vous, murmura-t-il. Nous voulons que vous signiez les papiers de divorce sans contestation, dit Sterling. Vous partez avec vos effets personnels, vêtements et chaussures. Aucune revendication sur la maison, aucune revendication sur les fonds de retraite, aucune pension alimentaire pour époux, et vous acceptez un plan de remboursement pour les 280 000 $ que vous avez volés pendant le mariage. Je ne peux pas payer ça, cria Richard. J'ai un bébé qui arrive. Ce n'est pas mon problème, dis-je. C'était la première fois que je parlais. Il me regarda avec haine. Tu es sans cœur, Laura. Tu le sais. Tu es une froide, sans cœur, j'ai appris des meilleurs, répondis-je calmement. Il signa. Il n'avait pas le choix. S'il nous combattait, nous déposerions des accusations criminelles pour la fraude et les écoutes téléphoniques. Il m'avait enregistré sans consentement, comme nous l'avons trouvé sur son ordinateur portable. Il quitta la réunion avec une valise de vêtements et une dette qui le suivrait pour le reste de sa vie. Le tribunal de faillite prit sa voiture. Ils prirent sa collection de montres. Ils prirent même les clubs de golf que je lui avais offerts pour son 40e anniversaire. Quant à la maison, j'ai engagé une équipe pour la dépouiller. J'ai remplacé le matelas. J'ai repeint les murs. J'ai brûlé les draps. Je voulais que toute trace de son ADN soit effacée de mon sanctuaire. Un après-midi, je supervisais les peintres quand mon téléphone sonna. C'était un numéro inconnu. Laura. C'était Monica. Sa voix était petite, brisée. Que veux-tu, Monica? J'ai besoin d'aide, sanglota-t-elle. Richard est parti. Il a dit qu'il ne pouvait pas se permettre de s'occuper du bébé. Il a dit que c'était de ma faute s'il était fauché. Je suis dû dans 3 semaines, Laura. Je n'ai nulle part où aller. Mes parents ne veulent pas me reprendre. Ça a l'air terrible, dis-je. S'il te plaît, supplia-t-elle. Je sais que j'ai foiré. Mais c'est un bébé innocent. Peux-tu m'aider juste? Seul? Ou peut-être. Peut-être que je pourrais rester dans la maison d'amis de nouveau. L'audace était à couper le souffle. Elle pensait vraiment qu'elle pouvait jouer sur ma sympathie une dernière fois. Monica, dis-je, ma voix dure comme de l'acier. Tu n'as pas juste foiré. Tu as comploté pour me détruire. Tu t'es moqué de mon incapacité à avoir des enfants tout en portant un enfant que tu prévoyais d'élever avec mon argent. Tu n'es pas une amie. Tu es un prédateur qui s'est fait prendre. Mais le bébé. Il existe de nombreux organismes d'adoption et refuges pour femmes, dis-je. Je te suggère d'en appeler un. Ne me rappelle pas. Si tu le fais, je déposerai une ordonnance d'interdiction. Je raccrochai et bloquai le numéro. Je restais là dans mon couloir vide, écoutant le silence. Ce n'était pas solitaire. C'était paisible. Le karma, il s'avère, est un artiste patient. Elle peint avec des coulants et délibérés. Je n'ai pas cherché de nouvelles de Monica, mais dans un petit cercle social, les commérages voyagent plus vite que la lumière. 3 semaines après son appel téléphonique désespéré, j'ai appris par une connaissance commune que Monica avait accouché. Ce n'était pas la naissance royale qu'elle avait envisagée. Il n'y avait pas de suite privée, pas de ballon doré, pas de vidéaste capturant le moment magique. Elle a accouché seule à l'hôpital du comté. Richard ne s'est pas présenté. Il évitait prétendument les huissiers pour une autre dette et vivait dans sa voiture. Le bébé était un bébé garçon en bonne santé, le fils que Richard avait tant désiré pour assurer son héritage. Mais un héritage nécessite des biens, et Richard n'en avait aucun.
La réalité de la maternité célibataire frappe à Monica comme un train de marchandises. Elle ne pouvait plus se permettre le condo de luxe. Elle fut expulsée un mois après la naissance. Elle dut retourner dans sa ville natale dans l'Ohio rural, emménageant dans le sous-sol de ses parents, le sort même qu'elle s'était moquée de moi pour avoir évité. Elle essaya de poursuivre Richard pour une pension alimentaire pour enfants. Ce fut une comédie d'erreurs. On ne peut pas extraire de sang d'une pierre. Le tribunal ordonna à Richard de payer $200 par mois en fonction de son revenu au salaire minimum dans une quincaillerie, le seul emploi qu'il pouvait obtenir avec un drapeau de fraude sur sa vérification des antécédents. $200 par mois. Cela ne couvrirait même pas les couches qu'elle achetait avec ma carte de crédit. Quant à sa carrière, morte. L'industrie dans laquelle nous travaillions était tissée serrée. Tout le monde savait ce qu'elle avait fait. Je n'ai même pas eu à la dénigrer. La vidéo de la fête avait circulé discrètement. Aucune association caritative ou fondation réputée n'embaucherait une femme connue pour avoir détourné des fonds de son bienfaiteur. Elle travaillait comme serveuse dans un restaurant, ai-je entendu dire, servant du café et des œufs à des camionneurs, ses vêtements Chanel étant vendus sur eBay pour payer la formule. Richard ne s'en sortait pas beaucoup mieux. La faillite avait effacé certaines de ses dettes, mais le jugement pour les fonds matrimoniaux volés restait. Les avocats de mon père saisissaient son salaire. À chaque chèque de paie qu'il gagnait, nous prenions 25%. Il essaya de me contacter une fois, envoyant une lettre à mon avocat. Laura, je change. Je vais à l'église. Je réalise maintenant que l'argent n'est pas tout. Nos discussions me manquent. J'ai brûlé la lettre sans lire au-delà du premier paragraphe. Nos discussions ne lui manquaient pas. Le style de vie que je lui fournissais lui manquait. C'était un homme qui avait voyagé en première classe et bu du vin à $500, maintenant scannant les produits d'épicerie et vivant dans un studio qui sentait la moisissure. Un mardi pluvieux, un an après la découverte, j'étais arrêté à un feu rouge au centre-ville. Je regardais par la fenêtre et vis un homme marcher sous la pluie sans parapluie. Il était voûté, portant une veste bon marché et mal ajustée. C'était Richard. Il avait l'air d'avoir 10 ans de plus. Ses cheveux s'éclaircissaient. La démarche arrogante avait disparu, remplacée par la démarche traînante du vaincu. Il attendait le bus. Le Richard que le monde connaissait ne se ferait pas prendre mort dans un bus. Le feu passa au vert. Je n'ai pas klaxonné. Je n'ai pas baissé la fenêtre pour crier une insulte. J'ai simplement appuyé sur l'accélérateur de ma Mercedes et je l'ai dépassé. Il ne m'a pas vu. Il était trop occupé à regarder ses chaussures. C'est à ce moment-là que j'ai su que j'avais vraiment gagné. Non pas parce qu'il était malheureux, mais parce que je ne ressentais absolument rien en le voyant. Pas de colère, pas de tristesse, juste de l'indifférence. C'était un étranger, un conte édifiant dans une veste mouillée. Et Monica, j'ai vérifié son profil Facebook une fois, un moment de faiblesse. C'était un flot de plaintes. Tellement fatigué. Pourquoi les hommes ne prennent-ils pas leurs responsabilités ? Besoin d'une babysitter qui travaille pour pas cher. Il y avait des photos du bébé. Il ressemblait à Richard. Pauvre enfant. J'espérais qu'il grandirait pour être meilleur que ses parents, mais les chances étaient contre lui. J'ai fermé l'ordinateur portable. Leur histoire était terminée dans mon livre. Ce n'était plus que des notes de bas de page laides et désordonnées dans le chapitre avant que ma vraie vie ne commence. On dit que la meilleure vengeance est de bien vivre, mais je pense que la meilleure vengeance est de redécouvrir qui vous étiez avant que les vampires ne vous drainent. J'ai vendu la maison. Le manoir colonial avec les banderoles dorées et les mauvais souvenirs était trop grand pour une seule personne. Je ne voulais pas passer devant la chambre d'amis où Monica avait dormi ou la cuisine où Richard avait cuisiné ses steaks de culpabilité. J'ai acheté une maison moderne aux murs de verre donnant sur le détroit. Elle était pleine de lumière, de lignes épurées, pas de coins sombres pour cacher les secrets. J'ai créé une nouvelle fondation. Celle-ci était axée sur la littératie financière pour les femmes. Je voulais enseigner aux femmes comment protéger leurs actifs, comment repérer les abus financiers, comment s'assurer qu'aucun homme ne puisse jamais leur faire ce que Richard a essayé de me faire. Je l'ai appelé le Phoenix Fund, une petite blague pour moi-même, réclamant le nom que Richard avait utilisé pour sa société écran. Mes parents ont été mon roc. Mon père, l'homme d'affaires coriace, s'est adouci après les événements. Nous passions des week-ends à jardiner ensemble. Il n'a jamais dit « je te l'avais dit ». Il a juste dit « je suis fier de toi ».
Et la question du bébé, le commentaire sur le ventre desséché qui m'avait hanté. Je suis allé en thérapie, beaucoup de thérapie. J'ai déballé la honte que j'avais portée de ne pas pouvoir concevoir. J'ai réalisé que ma valeur n'était pas située dans mon utérus. J'avais tellement d'amour à donner et il y avait tellement de façons de le donner. Je suis devenue une avocate spéciale nommée par le tribunal, CASA, pour les enfants dans le système d'accueil. J'ai utilisé mes ressources pour aider les enfants qui avaient été abandonnés par des parents comme Richard et Monica. Un après-midi, j'étais à une collecte de fonds pour la nouvelle fondation. Je portais une robe rouge, une couleur que je ne portais jamais avec Richard parce qu'il disait qu'elle était trop agressive. Je me sentais puissante. Un homme s'approcha de moi. Il était plus âgé, distingué, avec des yeux bienveillants. Laura Reynolds, demanda-t-il. Je suis David. J'ai beaucoup entendu parler de votre travail avec le programme d'accueil familial. Nous avons parlé non pas d'argent, de transactions commerciales ou de statut. Nous avons parlé de livres. Nous avons parlé de l'océan. Il n'a pas scruté la pièce à la recherche de quelqu'un de plus important à qui parler. Il m'a regardé. Il ne connaissait pas mon argent. Il ne connaissait pas le scandale. Il a juste vu une femme en robe rouge qui parlait avec passion. Aimeriez-vous prendre un café un de ces jours, demanda-t-il. Mon instinct, l'instinct que Richard m'avait inculqué, était de dire non, de me protéger, de supposer que tout le monde voulait quelque chose. Mais ensuite, je me suis souvenu de la femme qui avait dépassé Richard à l'arrêt de bus. Cette femme n'avait plus peur. J'adorerais ça, dis-je. Nous avons pris notre temps. Il n'y avait pas de grands gestes, pas de bombardement d'amour, juste des dîners tranquilles et de longues promenades. Il avait sa propre vie, sa propre carrière de pédiatre. Il n'avait pas besoin de mon argent. Il a insisté pour partager l'addition. Un soir, 6 mois plus tard, nous étions assis sur ma terrasse à regarder le coucher de soleil. Tu as l'air heureuse, dit David. Je le suis, réalisai-je. Je le suis vraiment. J'ai pensé à la chronologie. Il y a 2 ans, j'étais assise dans une voiture sur le bord de l'autoroute, écoutant ma vie imploser. Je pensais que c'était la fin du monde. Mais ce n'était pas la fin. C'était un incendie de forêt. Il a tout brûlé, le bois mort, les mauvaises herbes, la pourriture. Et dans les cendres, quelque chose de nouveau avait poussé, quelque chose de plus fort. Je n'étais pas une femme stérile ou une vache à lait. J'étais Laura, et Laura allait très bien. 2 ans se sont écoulés depuis la fête de révélation du sexe de l'enfer. Les gens en parlent encore dans notre ville. C'est devenu une sorte de légende locale, la nuit où l'héritière Reynolds a lâché le micro sur son mari infidèle. Les chuchotements ne me dérangent plus. En fait, je les porte comme un insigne d'honneur. J'ai reçu une notification du tribunal la semaine dernière. L'approbation de Richard pour l'accusation d'écoute téléphonique est terminée, mais il rembourse toujours la dette. Il la remboursera jusqu'à ses 90 ans. Je fais don de chaque chèque que je reçois de son salaire saisi à une association caritative qui fournit des couches aux mères célibataires. Je pense que l'ironie le tuerait s'il le savait. Monica est toujours dans l'Ohio. J'ai entendu dire qu'elle s'était mariée avec un gars qu'elle avait rencontré au restaurant. J'espère qu'il la traite mieux que Richard ne l'a fait. Et j'espère qu'elle le traite mieux qu'elle ne m'a traité. Je ne lui souhaite plus de mal. Sa vie est petite, et pour quelqu'un comme Monica qui aspirait à la grandeur, c'est une punition suffisante. Quant à moi, je suis assise sur la plage pendant que j'enregistre ceci. David est au bord de l'eau en train d'apprendre à un petit garçon à faire des ricochets. Ce petit garçon s'appelle Léo. Il a 5 ans. Je ne l'ai pas mis au monde. Je l'ai rencontré grâce à mon travail de plaidoyer. Il avait été trimballé dans 3 foyers d'accueil. Ses yeux étaient tristes et lasses, tout comme les miens. Après le divorce, j'ai décidé de l'accueillir. Et le mois dernier, l'adoption a été finalisée. Richard avait raison sur une chose. Je ne pouvais pas lui donner un fils, mais il avait tort sur tout le reste. Je n'avais pas besoin de donner naissance pour être une mère. J'avais besoin d'ouvrir mon cœur. Léo lève les yeux vers David et rit, un son pur et libéré. Mon cœur gonfle si fort que je pense qu'il pourrait éclater. C'est la famille pour laquelle je me battais. Elle n'avait pas l'air de ce que je pensais qu'elle serait. Elle n'était pas construite sur la génétique, l'héritage ou les fonds de fiducie de 10 millions. Elle était construite sur le fait de se présenter.
Elle était construite sur la confiance. Je ramasse une pierre et la frotte avec mon pouce. Elle est lisse, usée par l'océan, tout comme moi. Je veux vous dire, si vous écoutez ceci et que vous vous sentez piégé, si vous êtes assise dans votre voiture en soupçonnant le pire, ou si vous êtes allongé dans votre lit à côté d'un étranger qui était autrefois votre mari, je veux que vous sachiez que l'explosion n'est pas la fin. L'explosion est la porte de sortie. Traversez-la. Laissez-la brûler. Laissez la vérité détruire le mensonge dans lequel vous vivez. Ça fera mal, Dieu, ça fera mal. Vous aurez l'impression de mourir. Mais vous ne mourrez pas. Vous vous réveillez. Et de l'autre côté, l'air est pur. La lumière est réelle, et vous êtes libre. Merci d'avoir écouté mon histoire. Merci d'avoir parcouru ce chemin avec moi. Si vous êtes arrivé à la fin, vous êtes une survivante, vous aussi. Prenez soin de vous, mesdames. Et rappelez-vous, vérifiez la facture de téléphone, faites confiance à votre instinct, et ne les laissez jamais vous voir pleurer. C'est Laura, qui se déconnecte.